Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. L'achat de la voiture est le deuxième achat le plus important dans la vie, après celui de la résidence principale. À l'heure où toutes les informations nécessaires sont disponibles sur Internet, et après l'explosion des sites de vente entre particuliers, le vendeur en garage ou en concession a-t-il un rôle toujours aussi important ? Aujourd'hui, je reçois Hugo qui va me raconter son expérience de vendeur en concession pendant 4 ans. Le prix de la voiture, de manière en général, a flambé dans des proportions qui sont totalement inimaginables. Une voiture, le prix moyen de la voiture en 2010, c'était 20 000 euros. Aujourd'hui, c'est 36 000 euros. C'est 36 000 euros. Donc, ça a littéralement explosé. Tout le reste suit. Les voitures d'occasion ont augmenté de 30% en 2 ans. Les réparations, plus 26%. Donc, la voiture qui était démocratisée, qui était le symbole de la classe moyenne, est en train de devenir quelque chose de réservé aux happy few, elle est de moins en moins accessible à la classe moyenne. Et le problème, c'est que la classe moyenne en a besoin. Je suis ici pour vous parler de la Citroën Pipo. Tout le monde sait que la Citroën Pipo possède 3 nouveaux moteurs bioniques multisoupapes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les 4 roues motrices bénéficient en plus d'un nouveau système de frein hydropneumatique injection GTX. Citroën Pipo, c'est très cher et il n'y a pas pire. Aujourd'hui, je suis avec Hugo qui a 27 ans. Les vendeurs de voitures qui pourraient aussi vendre leur maman, c'est un peu l'idée qu'on se fait du métier, je t'avoue. Est-ce que tu peux parler de ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier ? Donc depuis le bac, j'ai fait un bac STMG, qui est une option dont je me rappelle absolument pas, puisque je ne suis pas quelqu'un de très scolaire, voire pas du tout. Et après une année de fac à rien faire, 2 années de fac à rien faire, mais la deuxième, je travaillais en même temps, j'ai fait McDo, puis un petit restaurant, puis des boulots en intérim. J'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé en usine, j'étais ajusteur-monteur, j'ai fait des choses comme ça. Et puis, bouche à oreille, le buraliste où j'allais m'a dit que ses 2 fils avaient fait une formation de vendeur de voitures dans un groupe en interne où ils nous forment pour être vendeurs. C'est sur concours, concours c'est très grossièrement dit, mais il y a des tests d'entrée, on va dire. Ouais. Culture G, calcul, test de vente. Et l'examen final, si on peut dire examen, c'est un entretien avec 3 ou 4 directeurs de concession en même temps. Histoire de nous mettre un peu la pression, question un peu bizarre. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé, j'y allais sans pression. Et au final, j'ai été pris. Ils nous ont rappelé, je crois, 2-3 semaines après, pardon. Et donc j'ai commencé chez les Allemands, dans une marque allemande, pendant 4 mois. Plein d'espoir, en me disant c'est génial, je vais conduire des voitures, je vais essayer, tout ça, c'est facile. Non, c'est pas facile. J'ai petite temps de formation au début un peu compliqué. Le directeur avec qui j'étais avait aucune considération pour les alternants, parce que j'avais le statut d'alternant. C'était un contrat pro. Et donc j'allais mettre du carburant dans sa voiture, je passais le Karcher sur les voitures et je les rangeais. Alors que tu avais une formation de vendeur. Alors que c'était ça, voilà. Sauf que la concession, elle était un peu en perdition. Il y avait de faibles volumes, il n'avait pas envie de m'intégrer, on va dire, dans le process de vente. J'avais pas le droit de participer aux réunions, ce genre de choses. Vraiment, il arrivait le matin, il me disait j'ai une réunion, je dois aller à tel endroit, mets-moi du carburant. Je prenais la carte de l'entreprise, je mettais du carburant, puis ça s'arrêtait là, quoi. Ah ouais. Moi, j'ai commencé sans matériel. Il me dit je demande s'il y a un ordi. Parce que aujourd'hui, tout se fait sur le PC. Oui. On fait plus les bons de commande papier. Et donc, il m'a dit, va dans les archives, tu arriveras bien à t'en faire un. Donc, je bricole un peu. J'ai pris 3 PC, une alim d'un PC, l'alimentation d'un PC, c'était des tours. La carte mère de l'autre. Enfin, j'ai tout bricolé. J'ai réussi à me faire un PC qui tournait sous Windows 98. Donc, c'était vraiment génial. Au final, j'ai réussi à avoir un PC portable comme tout le monde. Et moi, je menais ma petite barque. En fait, il me laissait tout seul. Donc l'inconvénient, c'était que c'était à 1h15 de chez moi. Donc je partais très tôt et j'arrivais chez moi vers 21h15, 20 en général, parce que la concession fermait à 19h. Mais il voulait absolument que je reste avec lui, parce que lui habitait en face, donc il traînait un peu, au cas où il avait besoin.
Ok, J'étais bon. son homme de main. Donc très mauvaise Voilà, expérience. très mauvaise expérience dès le début, mais Et pas de vente. Alors si, début en Quand même. septembre, première vente en octobre. Moi j'étais ravi. Je me suis dit je vais avoir ma première commission, ça va être génial. La vente elle m'a pris 4 heures. Je me rappelle du modèle que j'ai vendu, le modèle que j'ai repris. J'ai vendu une Passat Break, j'ai repris une 508 Break. C'était super, enfin vraiment super belle expérience, trop content. Et le directeur m'a offert un panaché. Mais la commission de plus de 300 balles, je l'ai pas eu. D'accord. Donc pas sympa. Et puis au fur et à mesure des mois qui passaient, novembre, décembre, j'ai contacté la responsable de formation. Je lui ai dit non, j'apprends rien. Là, je discute avec les gens, j'y vais au feeling, mais j'ai aucun accompagnement, quoi. Donc je lui ai dit écoutez, je vais m'arrêter là. Ça m'intéresse pas plus. Et donc cette école-là, qui forme en interne, a beaucoup, voire quasiment que des intervenants internes, des chefs de vente, des directeurs de concession, ou des gens qui sont plutôt bons dans leur domaine. Et il y a un de ces formateurs qui était super sympa, avec qui ça se passait très bien, qui nous formait sur la reprise des véhicules d'occasion, à qui j'ai parlé. Je lui ai dit non, enfin, à chaque fois qu'on se voyait, il faisait le point. Et je dis moi ça va pas, ça se passe pas bien, je vais arrêter. Et il m'a dit écoute, on a peut-être une place chez nous si ça t'intéresse. Moi sur le coup j'ai dit oui sans réfléchir. Une semaine après, je reçois un mail qui me propose, avec un contrat, d'aller bosser là-bas, de finir ma formation là-bas, plus proche de chez moi, et avec une équipe super. Ce que je disais, quand je suis arrivé au pays des bisounours là-bas. Vraiment, Ouais. c'était... Le jour et la nuit, quoi, par rapport à ce que tu vivais avant. Rien à voir, rien à voir. Et donc tu fais une formation. Il y a quoi dans cette formation ? C'est des sketchs de vente, c'est quoi ? Ouais, c'est beaucoup de sketchs de vente. Alors, il y a des formations sur du légal, tout ce qui est loi Lagarde pour les financements. Des formations, donc en fait, ils prennent tout le process de vente point par point. Oui. On avait un formateur en découverte client. On avait un formateur, donc, comme j'ai dit, en reprise véhicule d'occasion. On avait une formatrice en financement. On faisait même un peu de mécanique, enfin de la mécanique théorique, mais voir comment fonctionnait une boîte de vitesse, ce genre de choses, puisque ça aide pour expliquer des choses aux clients. Et puis nous aussi, dans les reprises des véhicules, savoir déceler, il y a un bruit comme ça peut être telle chose. Donc potentiellement, ça va nous coûter tant, et ça permet d'être plus précis sur le chiffrage de la reprise. Donc c'est ça, c'était plusieurs blocs, il me semble qu'il y en avait 6, et à valider indépendamment. Et puis en fin d'année, examen sur tout un sketch de vente, avec tout reprendre de A à Z. L'accueil client, la découverte, la reprise véhicule d'occasion. Donc le sketch, c'était entre guillemets dynamique. On allait dehors, il faisait semblant d'avoir une voiture. Moi, j'ai fait semblant de reprendre une Jeep. Et ça s'est très très bien passé. Et donc tout de A à Z. Et puis à la fin, on nous dit, on a le diplôme, on n'a pas le diplôme. Bon, nous, on a eu 100% de réussite, comme beaucoup des promotions d'avant. C'est une école privée, c'est une formation en interne. C'est dans leur intérêt d'avoir 100% de réussite dans tous les cas. Donc, t'as un diplôme après c'est un diplôme CQP. interne. Ah, c'est un vrai titre pro. C'est un CQP qui a été reconnu comme diplômant il y a 2 ans de ça. Donc c'est techniquement un bac+2. Pour une formation qui dure 1 an. Pour une formation qui dure 1 an. Ok. La petite arnaque, la petite arnaque pour moi, c'est que pour y rentrer, il fallait un bac+2. Ah oui, donc en fait, oui. Moi, je me Y a suis pas une arrêté plus-value, au bac ouais. STMG. Je n'avais pas de bac+2 pour rentrer, mais j'ai dit que j'avais fait 2 ans de fac. Et c'est passé. Ils t'ont pas demandé Ils les m'ont crédits rien demandé. ECTS, machin, rien. Rien du tout. Pas vu, pas pris. Enfin, puis de toute façon, ça a Exactement. fait le boulot. Et puis c'est passé comme ça, et puis ça m'a pas mal aidé aussi. Enfin, du coup, j'avais un bac+2, j'étais content. Et c'était pour moi une bonne formation. On apprend la réalité des choses, puisqu'on pratique beaucoup en concession. Ouais. Il y a peu de périodes de cours. Je crois que c'est une semaine de cours toutes les 3 semaines de boulot, ou toutes les 4 semaines, quelque chose comme ça. Une bonne année, on apprend plein de choses, on rencontre des gens, on découvre vraiment, on gratte la surface de ce qu'est le métier de vendeur. Les formations souvent privées, entre guillemets, directement faites en entreprise sont souvent plus pragmatiques, vont plus au fond des choses. Enfin, généralement, j'ai l'impression... Enfin, là, ce que tu me dis, ça a l'air d'être costaud, ce que vous avez vu. Bah, c'est ça, c'est que eux, leur intérêt, c'est de nous former pour qu'au bout d'1 an, on soit prêt à travailler et qu'on soit rentable pour le groupe. Donc il faut qu'on aille au plus vite, plus direct. On n'a pas de petits cours à droite à gauche qui vont servir au développement personnel, par exemple. On avait une formatrice en posture pro, mais c'était très peu sur le volume de formation qu'on avait. Elle était là une fois de temps en temps, quoi. Mais dans l'ensemble, très pragmatique. Alors, tu fais cette formation, tu es officiellement vendeur de voitures. Alors, vendeur en neuf, en occasion ? Eh ben moi, j'ai une chance, j'ai fait les 2. D'accord. Alors, tu dis une chance, pourquoi ? Parce que ça permet d'aller gratter à droite, à gauche.
puisque un vendeur de voiture étant payé à 80 voire 90% à la commission. Si on peut s'attaquer sur le marché neuf et sur le marché occasion, ça fait potentiellement une plus grosse source de revenus. Et moi, j'ai toujours eu une appétence plus pour l'occasion. Pourquoi ? Parce que chaque voiture est unique. Le neuf, c'est souvent le même modèle. On va souvent vendre une finition ou deux, mais ça va souvent être à peu près la même chose. Alors que l'occasion, telle voiture avec tant de kilomètres, avec telle finition, telle couleur, sur le parc d'occasion, souvent, il n'y a que elle. Ou alors il y en a une autre qui est similaire, mais peut-être qu'elle a un peu plus de bornes, peut-être qu'elle a une rayure ou deux en plus, ou ce genre de choses, ou un attelage que l'autre n'aurait pas. Et c'est ce qui rend le véhicule unique, en fait. C'est pour ça que j'aimais plus l'occasion, parce qu'on pouvait plus facilement adapter le produit à la clientèle qu'on avait, et trouver finalement réussir à vendre quelque chose, hein, c'est l'objectif, mais s'il vient pour telle voiture qu'on ne l'a pas, on essaye de jouer un peu. Et l'avantage qu'il y avait à faire du neuf aussi, c'est que si je lui trouvais pas son bonheur sur une voiture d'occasion, je pouvais partir sur du neuf. Et là, j'avais une commande précise, il veut celle-là de telle couleur, avec tel genre, tel machin. C'était plus facile de le basculer comme ça. Souvent, le frein, c'était le budget. On y reviendra, mais les voitures, on les vendait pas. C'était rare qu'on dise celle-là, elle est à 20 000 euros. On disait celle-là, elle est à 350 euros par mois. Du crédit ou du leasing, quoi. Voilà, crédit, LOA, LLD, donc location longue durée, très rare, mais de temps en temps. Mais c'était ça, puisque c'est ce qui fait tourner aussi la boutique, hein, de faire du financement. Et pour les vendeurs aussi, surtout aujourd'hui, c'est un vendeur qui ne vend pas de financement, il ne gagnera pas sa vie du tout. Alors, on va directement aller de but en blanc sur la partie rémunération salaire. Comment t'es payé ? Comment ça se passe ? Ça se passe qu'il y a un fixe, plus ou moins important. Souvent, quand on débute, on a moins de 1 000 euros en brut. Donc moi j'ai commencé à 700 euros brut, ce qui fait vraiment pas lourd. Faut aller chercher des commandes si on veut réussir à gagner un peu sa vie. Et normalement, avec les années, on est censé avoir un fixe qui augmente. Un vendeur qui est là depuis 5-6 ans tournera sûrement autour des 1300, 1400 euros brut. C'est pas énorme, mais ça permet d'avoir une meilleure base tous les mois puisqu'on recommence à zéro. Et il y a plusieurs lignes, on va dire, sources de rémunération en tant que vendeur. Il va y avoir donc la vente de la voiture en elle-même, le financement qui y sera lié, si on a vendu le financement, les accessoires et les lignes avec les objectifs, quantitatifs, qualitatifs. On doit vendre 10 voitures par mois. Sur ces 10 voitures, si on a 50% de financement, on a une prime en plus. Si on a 70%, on a encore une prime en plus. Et c'est ces petites lignes-là en fait, qui vont faire... faut pas regarder la voiture à l'unité, puisqu'une voiture, nous, c'était 50 euros brut minimum. Sur une voiture, n'importe quelle voiture ? N'importe quelle voiture. Neuf ou occasion, voilà. Qu'elle soit à 10 000 euros, qu'elle soit à 20 000, qu'elle soit à 30 000. C'est ça. En fait, on avait des grands tableaux qui calculaient notre commission. C'était vraiment en fonction de tout ce qu'on y ajoutait. Et si on vendait une voiture neuve avec le maximum de remise possible, sans accessoires, sans financement, sans rien, même pas des tapis de sol, on gagnait 50 euros brut. A contrario, même si la bagnole valait 40 000 euros. Et à contrario, on pouvait très bien vendre une voiture à 10 000, mais avoir tellement une voiture d'occasion, avoir tellement de marge sur la voiture, si en plus on l'a financée et qu'on a mis un attelage, gagner 600 ou 700 euros sur une voiture à 10 000. C'est énorme par rapport au prix du véhicule, quoi. C'est ça. En fait, ça avait peu de sens. Les pay-plans, donc c'est ce qui sert de base pour la rémunération des vendeurs. Souvent, ils changent tous les ans. Selon les groupes, selon les marques pour qui on travaille, ça va changer plus ou moins. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, les pay-plans sont à peu près tous similaires. Il faut vendre du financement. Le prix de la voiture, on s'en fiche un peu. La remise, on s'en fiche un peu. Il faut que la voiture soit financée. Maintenant, on dit qu'ils sont payés au capot. Peu importe la valeur de la voiture et la remise qu'ils feront, ça sera une base de 50, 100, 150 euros brut par voiture, plus après la commission du financement. Et donc, cette commission, ça dépend du montant, de la durée La commission sur le financement, elle va dépendre du montant. Pas de la durée, c'est montant, nombre d'assurances par dossier. Donc assurance... Donc on avait l'assurance décès, incapacité, perte d'emploi. Ok. Donc quand tu dis du financement, on parle de crédit direct, pas forcément de LOA. Alors la LOA, ce qu'on appelle le leasing. Si, c'est un financement forcément, ouais. Mais ouais. En fait, nous, la ligne financement, on la remplissait à partir du moment où il y avait un crédit, un LOA ou une location longue durée ou quelque chose comme ça. Mais ça rentrait dans les cases financement, que ce soit une location ou un achat en gros. C'est plus valorisé de faire de la LOA ou de la LLD que du crédit ? Non,
Non, pour la rémunération, c'est la même chose. Pour la fidélisation de la clientèle, le plus intéressant pour un vendeur reste de faire de la LOA. Oui, pour avoir Parce que, possiblement le véhicule qui peut revenir éventuellement. Le véhicule reviendra. On garde un meilleur contact avec le client aussi, puisque on le rappelle tous les ans. Puisqu'une LOA, on pouvait la solder, donc racheter le véhicule au client et lui en proposer un nouveau au bout d'un an. Donc ça voulait dire que potentiellement, si on vend une LOA maintenant, on sait que dans 1 an et demi, voire 2 ans, on va revendre une voiture. Et on capitalise là-dessus. En fait, on va garder... après, ça dépend du vendeur, mais moi, je préférais travailler comme ça. Garder un contact permanent avec les clients. On se met une note pour les anniversaires. Bonne année, joyeux Noël, tout ça. Un petit mail de temps en temps. Et donc, ça permet d'avoir un renouvellement plus fréquent, en fait, la LOA. Un crédit, souvent, on faisait du crédit sur 5 ans. Et les gens, en général, ils finissent de payer leur crédit et après, ils changent la voiture. Donc, revoir mes clients une fois tous les 5 ans, ça m'intéressait pas, moi. Et puis, ça intéresse pas grand monde. Ouais, bah oui. Puis apparemment, c'est un enjeu vachement important, ce qu'on appelle le sourcing. J'ai entendu parler de ça, un vendeur de voiture m'a dit ça, la notion de stock, qui est très important d'avoir toujours du stock, en fait. C'est ça. Il faut du stock, mais pas trop. Parce que si on a trop de stock, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les concessions achètent les voitures à la marque. Les concessions, elles représentent la marque, elles achètent les voitures aux constructeurs, et donc elles ont un délai pour les payer. Des fois, ça va dépendre, mais souvent c'est 60, 90 jours, 120 jours pour certaines. Et donc, si on a un stock qui a plus de 120 jours, ça veut dire qu'il y a potentiellement une voiture à 40 000 €, donc 40 000 € de trésorerie mobilisée pour la concession, au bout de ces 120 jours, que la concession doit payer. Donc, c'est pas intéressant pour la concession. Donc, ça veut dire qu'elle peut pas... Là, il y a peu de temps où c'était très compliqué dans l'automobile, ils ne pouvaient plus faire de reprise parce qu'ils avaient trop de stock payé. Ça s'appelle du stock payé. Ils avaient trop de stock payé sur place. Et donc, ils ne pouvaient pas réinvestir et racheter les voitures des clients. Ce qui est un comble. Quand on est un garage, la reprise, c'est quasi systématique. Dire aux clients, on ne peut pas racheter votre voiture, ça a fait sauter pas mal d'affaires. D'accord. Donc, le principe, plutôt vendre le plus d'options possible, le plus de financement possible pour mieux gagner sa vie. Ouais, financement, vraiment le nerf de la guerre dans l'automobile, c'est le financement. Il n'y a plus de vendeurs de voitures passionnés forcément d'automobile aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est plus des mecs qui sont chiffres, et tu viens chercher une mensualité quand tu vas au garage. C'est vrai ? Pour beaucoup, je pense pour beaucoup, il y a toujours des passionnés dans les petits garages, puisque le fonctionnement, moi j'ai connu que le fonctionnement en concession. Oui. Je connais des gens qui ont des petits garages. Eux, c'est différent. Eux, ils n'ont pas la pression, ils n'ont pas de contrat avec un constructeur en disant il faut vendre tant de volume, il faut financer tant de voitures. Eux, ils vendent la voiture et leur objectif, c'est la marge qu'ils auront sur la voiture en elle-même. Ils la rachètent 10, ils la vendent 15, ils ont fait des frais, ils gagnent 3 000. Comme ça, c'est plus simple. Et c'est clair, voilà. Et c'est très bien comme ça. Et dans des garages comme ça, on a des garages spécialisés qui vont faire plus des voitures anciennes ou que des voitures de sport ou des choses comme ça. Mais c'est de plus en plus rare. Les petits garages ont beaucoup souffert de la pénurie de voitures parce que forcément, si les concessions ne vendent pas de neuves, les petits garages, ils ne récupèrent pas de voitures d'occasion derrière. Et ils ont aussi moins de passages à l'atelier parce qu'il y a moins de voitures neuves qui sortent. Donc, je pense qu'il y a toujours des passionnés d'automobile, mais pour moi, un passionné d'auto ne devrait pas être pas aller en concession, quoi. Non. Une rémunération qui est calculée sur tout ça. Et toi, en bout de chaîne, combien tu peux gagner en fonction de tout ça ? Combien en ratio, nombre de voitures, tu peux avoir quoi ? En fait, ça va dépendre. Moi, je vais prendre mon exemple. J'ai celui de collègues aussi, mais les salaires allaient de 1 500 € net à 5 000, 6 000. D'accord. Donc, il y a combien de temps à peu près ? Il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi, oui. Ça a beaucoup baissé maintenant. J'ai commencé plutôt jeune l'auto. J'ai réussi à faire des bons salaires assez tôt. Alors, qu'est-ce que tu appelles un bon salaire, du coup Tu as touché plus de 2 500 € à 20 ans, 21 ans. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. C'est cool, ouais. Et puis quand les 3000 et 3005 qui commencent à devenir réguliers, que ça arrive tous les mois, là, ça devient quand même très agréable. Il y a un mini syndrome de l'imposteur quand même. On se dit quand même, je touche vraiment beaucoup d'argent pour mon âge. Mais franchement, à cette époque-là, du moins, c'était sympa. Il y avait pas... En fait, ça coulait. Ça allait naturellement. Les salaires étaient à la hauteur du travail investi. Pour moi, du moins.
puisque j'ai des collègues qui étaient là depuis 15 ans, qui voyaient leur salaire diminuer au fur et à mesure des années, parce que les plans étaient de plus en plus durs, mais qui s'en sortaient quand même très bien. Aujourd'hui, selon les marques, selon les concessions, il n'y a pas de limite, on va dire. S'il y a un vendeur qui vend 50 voitures, il va prendre 15 000 euros par mois, quoi. Avec du financement, bien sûr. Oui. Mais, Ça existe Ça existe. Oh oui, j'en connais. Il y a des très très bons vendeurs qui sont là depuis des années et qui vendent entre 30 et 50 voitures tous les mois. Ah oui, Et selon la marque, on va avoir besoin de faire du volume ou pas. Il y a des marques où vendre 10 voitures par mois, souvent les marques premium, vendre 10 voitures par mois, ça suffit, elles sont financées et on prend 6-7 000. Donc marque premium, on va dire berline allemande, des choses comme ça à peu près. Berline allemande, vraiment sur du très haut de gamme. D'accord. Alors c'est une question que je me posais justement. Est-ce qu'il vaut pas mieux travailler dans une concession premium, entre guillemets, et vendre peu de véhicules, ou est-ce qu'il vaut mieux travailler, on va dire les marques, c'est pas grave, hein, mais Renault, Peugeot, Dacia, ce que tu veux, et faire beaucoup plus en volume, finalement la rémunération peut être plus intéressante. Pour mon expérience à moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut aller travailler chez Dacia, Renault, ces marques-là, un peu plus généralistes. Ouais. On voit plus de monde, et même pendant les moments où c'est compliqué, on arrive toujours à faire un peu de volume. Il y a toujours des gens qui viendront acheter des voitures. C'est des marques qui sont connues, reconnues. C'est des marques qui font beaucoup de volume aussi aux sociétés. Donc forcément, il y a des voitures qui sortent. Des marques comme Audi, par exemple, vont un peu plus souffrir parce qu'elles sont un peu entre deux. Les gens très riches continuent de dépenser. Chez Porsche, ils n'ont jamais vendu autant de voitures depuis quelques années. Alors que les marques un peu plus généralistes souffrent un peu, mais ils arrivent à s'en sortir. Mais ceux qui sont entre les deux, donc Audi, Mercedes aussi, souffrent pas mal. BM, c'est pareil. C'est des marques où, pour moi, c'est pas là qu'il faut commencer quand on veut commencer la vente auto. Déjà parce qu'on voit moins de monde, donc forcément, c'est moins la main. Puisque les gens étant tous différents, il faut voir beaucoup de monde pour s'adapter un peu, parce que c'est ça le travail, c'est de s'adapter à la personne qu'on a en face. Mais c'est pas là-dedans qu'il faut aller. Moi, je suis team généraliste, on va dire. Un généraliste. Ouais. Alors un généraliste, une marque, ou alors qu'est-ce que tu penses peut-être des centres multimarques? Ça, c'est encore autre chose. Eux, ils ont un modèle différent. Eux, les centres multimarques, faut abattre du volume à fond. Et du coup, il y a moins le côté relation personnalisée avec le client. Les gens, ils viennent, ils ont vu telle voiture sur le site. Parce que souvent, les multimarques, c'est que de l'occasion. Sauf certaines concessions. Mais c'est les multimarquistes qui font que de l'occasion comme ça. Il faut abattre du volume. Ils ont un stock monstrueux parce que souvent, c'est nationalisé. Ouais. Les Spoticars et compagnie. Spoticars, comment il s'appelle Autosphère, qui est un mastodonte dans le domaine. C'est des sociétés à gros volume. Donc on peut commencer, en fait pour moi on peut commencer là-dedans sans avoir de formation de vendeur, parce que là pour le coup on abat du travail, quoi. On voit beaucoup de gens, on fait peut-être beaucoup de volume, ça sera pas forcément des ventes qualitatives, parce que si on voit quelqu'un 20 minutes on n'a pas forcément le temps de lui vendre sa LOA ou son crédit, mais ça permet pour les gens qui sont pas forcément hyper à l'aise au contact de la clientèle ou dans la vente de voitures, de commencer par ça, là c'est très formateur. Un peu comme le McDo, là où j'ai commencé. Ouais. Très bonne école apparemment. On m'avait dit, tu verras, c'est l'école de la vie. J'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est formateur. Dans le mauvais sens, dans le sens où on découvre le monde du travail comme on n'a pas envie qu'il soit. mais ça forme. Ça forme pour savoir ce qu'on veut pas faire. Et c'est déjà pas mal. Et justement, dans une journée type, tu parles de clients, mais ça ressemble à quoi une journée type quand on est vendeur de voitures? On arrive à quelle heure? On part à quelle heure? Comment ça se passe? On boit beaucoup de café. Ouais. Moi, mes journées, c'était 8h30, 19h, 19h30. Tous les jours, donc du lundi j'avais mon vendredi. Donc du lundi au jeudi, et puis après je reprenais le samedi, même si le salaire étant tributaire du temps qu'on passe au travail. Souvent on vient, même sur les jours de congé où on amène l'ordi, on bosse à la maison. Mais une journée type, on arrive à 8h30, souvent au premier café, on discute. Si on avait des rendez-vous, on prépare les rendez-vous.
logiquement, on prépare les rendez-vous. Ils ne le font pas tous, mais il faut le faire. Si on a un rendez-vous pour une voiture d'occasion, on va s'assurer qu'elle a du carburant. On va s'assurer qu'elle est là, déjà. Parce que quand on bosse dans un groupe où il y a plusieurs marques ou plusieurs concessions de la même marque, des fois, les véhicules d'occasion, ils sont empruntés par d'autres concessions parce qu'il y a un vendeur dans une autre ville qui voulait la présenter à un client. Donc s'assurer qu'elle est là, qu'elle a du carburant, qu'elle démarre. Je ne sais pas combien de fois ça m'est arrivé au début de vouloir présenter une voiture au client et d'être obligé d'aller chercher le booster parce qu'elle démarrait pas. Le booster, quelque chose qui ouvre tout? En fait, non, le booster, ça sert à démarrer les voitures qui n'ont plus de batterie. Ah oui, d'accord. C'est une grosse valise. Enfin, maintenant, ils en font des compacts, mais c'est une grosse valise. Et puis, c'est surtout la crédibilité devant le client. Ça la fout mal. C'est horrible parce que on lui présente la voiture, c'est la plus belle. C'est celle-là qu'il lui faut, mais elle démarre pas. Ah ouais, horrible. Donc là, c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça. La préparation des rendez-vous est extrêmement importante. Donc c'est ça, si on a des rendez-vous, on prépare. Souvent, alors là, moi où j'ai travaillé, ce que je disais tout à l'heure, j'ai choisi de jouer au jeu en mode difficile puisque la concession où j'ai travaillé, Marque asiatique? de marque asiatique, on faisait tout. Il y a des concessions où le vendeur vend, c'est tout. Il fait pas la livraison, la mise en main de la voiture. Il y en a certains qui font même pas les dossiers de financement et il y en a certains qui font même pas les essais avec les clients. Je trouve ça dommage parce que c'est vrai que ça fait partie du travail et je trouve ça intéressant à faire. Surtout que les clients, comme ça, on peut mieux les connaître, mieux cibler leurs attentes aussi. Pendant l'essai, on apprend énormément de choses sur le client et sur ce qu'il veut. Et il y en a qui font pas tout ça. Là où j'étais, on faisait tout. On faisait donc la découverte client, bien évidemment, on accueille. On allait en essai avec le client, on préparait l'essai. On allait en essai avec le client, on revenait, on faisait toute la phase commerciale, présentation de la voiture, tout ça, présentation des solutions de financement. Si la vente se faisait, on montait notre dossier, on allait le donner au secrétaire commercial pour qu'il fasse tout le côté administratif que nous, on ne pouvait pas faire, pour les dossiers de financement, pour ce genre de choses, passer les voitures au contrôle technique. On faisait nos fiches de préparation pour l'atelier. Telle voiture, il faut mettre un attelage, telle voiture, il y a 2 jantes à repeintre, tout ça. On faisait le tour de la voiture avec le client pour l'occasion. Et après, on s'occupait de poser le rendez-vous avec le client, on l'appelait, livraison à telle date. Le client venait, on lui fait la mise en main, il s'en va, la petite fleur, au revoir, merci monsieur le client. La petite fleur. On avait toujours des petites fleurs nous, pour les clients. Ah ouais, pour les remercier. La petite attention fleurie. Ah ouais, c'est marrant. Il y en a qui offrent des bouteilles, il y en a qui vont offrir des chocolats, il y en a qui offrent rien du tout. Et nous, on avait toujours des petites fleurs. C'était sympa. Le moment, il y a eu une période où, faute de budget, on a arrêté de donner des fleurs. C'est quand même triste. Les gens achètent quelque chose à 40 000 €, on peut pas leur donner une fleur à 15 balles. Ça la fout mal, ouais. Mais c'est arrivé. Et là, quand on en avait plus, les clients nous le faisaient remarquer. Pour ceux qui étaient habitués, ils nous demandaient leurs fleurs. Donc on allait, c'est arrivé qu'on aille acheter des fleurs exprès pour ces gens, parce qu'on n'en achetait plus. On achetait en gros les fleurs à l'époque. Et on faisait ça exprès, mais c'est vrai que c'est des petites attentions qui personnalisent un peu la relation avec le client, quoi. Ouais, c'est clair. Donc dans une journée type, il peut y avoir des mises en main comme ça. Y a pas... Les journées, j'aurais tendance à dire qu'elles se ressemblent jamais, parce que tous les clients sont différents, et les voitures qu'on a sur l'occasion, du moins, elles sont aussi toutes différentes. Donc ce sera jamais le même rythme ou la même organisation. Tu vendais tout type de voitures d'occasion, c'est-à-dire est-ce que c'était que les voitures de ta marque? Non, ou j'en ai c'était tout. N'importe quelle marque. Donc là, par contre, c'était un peu le plaisir peut-être de découvrir. Il y en a en fait, c'est ça, on apprend à connaître un peu toutes les marques, les finitions, les motorisations, ce qui est entre guillemets fiable ou pas, c'est-à-dire que si on sait d'avance qu'il va y avoir un problème à tel endroit ou tel endroit, 1 litre de PureTech, par exemple. Ça, c'est en ce moment, c'est un truc Voilà, de fou. c'est le genre de choses qu'on ne voulait pas racheter. Mais c'est vrai qu'il fallait apprendre à connaître un peu tout, on vendait toutes les marques, des voitures qu'on reprenait. Et du coup, il faut apprendre à reprendre les voitures de toutes les marques. Parce que, alors sans faire de stéréotypes, mais on a des clients qui sont acheteurs de certaines marques, certains modèles, où il faudra vraiment, vraiment valoriser la reprise, dire au client, votre voiture est super belle, c'est génial, c'est la meilleure du monde, mais je fais mieux. Mais sans lui dire, bon, votre voiture elle est nulle, il est grand temps de la changer, venez chez moi, c'est mieux. Et donc du coup, on reprenait ces voitures-là, on reprenait aussi beaucoup de choses. Et donc il faut apprendre à les vendre aussi. Ouais. Donc souvent, on reprenait des voitures, on allait faire un petit tour avec pour l'essayer, pour voir comment elle fonctionnait. Est-ce que c'est une voiture qui est entre guillemets puissante? Donc on mettra l'accent là-dessus quand on la vendra au client. Si c'est un client qui a un profil plus, il veut une voiture puissante pour
faire des courses jusqu'à 130 km/h sur l'autoroute. Ouais. Mais, Je mais non, c'est ça, ça permet de les essayer, de les découvrir et d'accentuer un peu sur ce sur quoi on va argumenter en fait pendant la D'accord. vente. Tu as une typologie. Ils sont comment les clients? Ça se passe comment? Est-ce que selon la marque c'est différent? Comment ça se passe Selon la marque, les clients sont différents, je pense. Après, ça reste dans l'ensemble des êtres humains, donc on revient souvent sur la même chose, mais si on fait une bonne découverte client, qu'on écoute, on pose des questions ouvertes, ça c'est ce qu'on apprend en formation, laisser parler le client, on pose une question et puis après, des fois, il nous déballe sa vie. Il y en a, ils sont très fermés, ils parlent pas, donc il faut aller chercher vraiment les bonnes infos, puisque si on fait pas une bonne découverte client, on n'aura pas la bonne offre en face. Et donc, on vendra pas derrière. Mais j'aurais tendance à dire que le comportement du client sera différent selon la marque, ses attentes aussi. Forcément, une marque premium, ouais, voilà. peut-être. Les marques premium, les attentes sont souvent plus élevées. C'est en discutant avec des vendeurs de chez Porsche, par exemple, certains n'apprécient pas ceux qui ont bossé chez Porsche, il y en a même qui sont encore, parce que chaque client, c'est le tapis rouge, c'est tout ça. Et eux ont un tempérament, entre guillemets, plus naturel, spontané, où ils seraient plus à l'aise dans des marques généralistes, où la clientèle est un peu plus ouverte pour beaucoup, et c'est un peu plus zen, on va dire. Mais dans les marques généralistes, c'est un confort aussi supplémentaire. On voit beaucoup de gens, il y a des gens très fortunés qui vont aller chez les marques généralistes aussi, parce que pour eux, la voiture, c'est aller d'un point A à un point B, parce que même quand on a beaucoup d'argent, on peut quand même compter l'argent. Donc ils vont des fois c'est ceux qui négocient qui sont le plus durs en négo pour payer le moins cher possible parce que ils s'en fichent de la voiture quoi. On peut négocier une voiture dans une concession? Tous négocient? Tous négocient. Comment on négocie? On va négocier alors on peut négocier déjà le prix de la voiture en elle-même. Alors selon les marques, il y a des marges de négociation plus ou moins fortes. Je parle pour la marque où j'étais et moi quand j'y travaillais. Certaines voitures, on avait des marges, des possibilités de remise, des fois jusqu'à 10 000 euros. Ce qui est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Ça représentait des fois 20-25% du prix de la voiture. C'était rare, 10 000. Mais souvent 4-5 000. Donc, on peut négocier sur le prix de la voiture. Après, il y a le financement. Quand on fait une offre en LOA, on ne va pas pouvoir jouer sur le taux. Parce qu'il y a un taux sur une LOA. Ouais. Mais on va souvent élevés. Jouer, 8-9, souvent. Ouais, des fois plus. Ouais. Ah ouais. Je pensais pas que c'était encore plus que ça. On va jouer en fait sur la valeur de rachat. Parce qu'une voiture, le principe de la location avec option d'achat, la LOA, c'est qu'à la fin, on ait l'option de la racheter. Ouais. Et le montant, plus on la rachète cher à la fin, moins le client va payer tous les mois en fait. Si on met une valeur de rachat très élevée, le client aura des petites mensualités. Par contre, le piège, c'est que s'il veut changer en cours de contrat, la valeur résiduelle sur le contrat de la voiture étant tellement élevée, on ne pourra jamais lui reprendre. Donc à la fin, on se tire un peu une balle dans le pied parce que la concession qui doit la racheter à la fin va la payer trop cher par rapport à ce qu'elle la vendra en occasion. Et le client, s'il veut la racheter, lui aussi la paiera trop cher par rapport à la valeur sur le marché de sa voiture, quoi. Donc on avait des valeurs de rachat dans la marque où j'étais, c'était 45% à peu près de la valeur de la voiture. Au bout de 4 ans, 15 000 km par an, donc 60 000 km et la voiture elle a 4 ans, on était à 45% de la valeur de la voiture. Et donc, on pouvait jouer là-dessus. C'est pas vraiment un axe de négociation pour le client, parce que souvent, ils en sont pas conscients. C'est-à-dire que tu négocies ta valeur de rachat. Ouais. C'est-à-dire, je viens te voir, je veux telle voiture, elle vaut 30 000 euros. Tu me dis, ok, 30 000, toi, tu peux pas sortir 30 000 euros comme ça. Par contre, je suis capable de payer 300 euros par mois, par exemple. Toi, tu vas me faire un plan de financement en LOA, donc 15 000 km par an pendant 3 ou 4 ans. Et tu me dis, l'option d'achat, elle est à 20 000. Ouais. Eh ben, toi, tu me dis 20 000, moi, je peux te dire, moi, je pense que dans 4 ans, il faudra 15 000. Alors, c'est jamais arrivé. Ça se fait beaucoup chez les pros. Parce que les valeurs de rachat en fin de contrat, c'est important. Comme ça, eux, ils se rachètent la voiture. Après, au nom de l'entreprise, ils la payent moins cher. Pour le particulier, non. C'est plus le vendeur, lui, qui va faire ça. Si le client nous dit « j'ai 300 de budget » et que l'offre en LOA est à 350, s'il y réfléchit, la gymnastique dans sa tête, ça va être de se dire « bon, je vais augmenter de 5% la valeur de rachat. Comme ça, on arrivera à 310, à peu près, 315. Et on sera plus proche du budget du client, il sera plus enclin à signer parce qu'on se rapproche de ce qu'il demande. Mais souvent, c'est pas communiqué au client.
Les dire, du coup, on augmente la valeur de rachat pour plusieurs raisons. Déjà, parce que souvent, les clients les rachètent pas les voitures à la fin. Ouais. Pour moi, c'est pas le bonne intelligence de racheter une voiture en fin de LOA parce que on la paye plus cher que si on l'avait acheté même juste à crédit. Oui, bien sûr. Le mieux, c'est de la restituer en cours de contrat. Pour le profil des gens qui vont prendre de la LOA, souvent, c'est ceux qui veulent une voiture neuve, souvent, tous les 2 ans, 2 ans et demi. Ils veulent avoir une voiture neuve, pas s'embêter avec les entretiens, tout ça. Ils vont juste s'occuper de venir voir le vendeur une fois tous les 2 ans, lui dire bon, je veux changer, je veux garder le même budget ou payer plus cher ou payer moins cher, et on adapte en fait l'offre en fonction de ça. Mais eux, ils savent pas combien on rachète la voiture. On va le dire quand j'avais des clients qui venaient d'autres marques qui étaient déjà en LOA. Je peux solder votre contrat, il me faut le solde. Je veux savoir combien il reste à payer sur votre contrat. Et donc c'est là qu'on voyait ce qu'avait fait le vendeur d'avant. Si le vendeur d'avant, il avait augmenté la valeur de rachat, mettons la voiture du client vaut 20 000, il y a une valeur de rachat à 25, je dirais, vous êtes bien gentil monsieur le client, c'est trop cher. Et parce que toi tu vas la racheter 25 et tu vas essayer de la revendre à 30 du coup. C'est ça, sauf que si elle vaut 20 000, c'est compliqué. Ouais, je comprends. On avait des gymnastiques possibles aussi sur ça parce que on pouvait faire ce qui s'appelle un transfert de marge, donc reprendre sa voiture plus chère. En fait, on transférait la remise possible de la voiture qu'il voulait acheter dans la reprise. Comme ça, c'était une question de chiffres, hein, mais comme ça, on rachetait la voiture moins chère, donc on pouvait solder le dossier du client sur sa prochaine voiture. Il avait moins de remise, mais on arrivait à faire des choses comme ça. Oui, je comprends. Il y a une logique, il y a une gymnastique, on va dire, de mathématiques à faire quand on veut vendre des voitures. Si on veut vraiment réussir à s'adapter un peu à ce qui se fait, il faut y penser. Pour ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui veut s'acheter une voiture neuve ou occasion, c'est quoi les petites choses à savoir, les petites choses à négocier justement, donc la valeur de rachat possible si quelqu'un veut faire un leasing. Si quelqu'un veut faire un leasing, et s'il veut le savoir, donc il peut le dire, vous pouvez augmenter la valeur de rachat de la voiture. Alors le vendeur, il n'est pas obligé d'accepter. Enfin, dans tous les cas, il n'est jamais obligé d'accepter, mais il peut dire non parce que c'est la politique de la marque ou la politique du groupe de ne pas bouger les valeurs de rachat. Les marques allemandes, souvent, vont mettre des valeurs de rachat assez élevées quand on veut avoir des mensualités plus basses. Parce que les marques allemandes les voitures allemandes ont des valeurs résiduelles plus fortes que les C'est-à-dire marques généralistes. la valeur ne décote pas beaucoup. Ça décote moins. Ça se vend bien. Ça se revend mieux, mieux selon les modèles, les finitions, mais ça se revend pas trop mal. Et puis il y a moins de volume. Les marques généralistes comme Renault, Peugeot, ils abattent tellement de volume que forcément la cote des voitures baisse plus vite parce qu'on en voit partout. Ouais. C'est l'offre et la demande. Hein. Plus il y en a sur le marché, plus la valeur abaisse. Les Allemandes, vu qu'il y en a moins, techniquement il y en a moins, il y a moins de volume, la valeur résiduelle est plus importante. Donc c'est pour ça qu'on peut jouer là-dessus. On va pouvoir jouer du coup sur le prix de la voiture, et puis après essayer de gratter un peu des accessoires. La remise sur les accessoires, ça ne dépend pas de la marge du vendeur, souvent. Je parle pour ma boutique à moi, on va dire. Mais nous, on avait la marge de la voiture, et quand on voulait vendre un attelage, si le client voulait un attelage, j'allais voir le magasinier, et le magasinier, il me disait, c'est 800 balles. Et après, j'allais demander, c'est moi qui négociais avec le magasinier pour qu'il me fasse une remise à moi, pour que je puisse faire une remise au client. Mais on peut du coup jouer sur les accessoires comme ça, des attelages, des tapis de coffre, tapis de sol aussi de temps en temps, parce que les tapis de sol, ça marche sévère sur des tapis de sol. Hein. D'accord. Du genre, nous on achète les tapis à 15 balles et puis on les revend 150 € au client. Oh la vache. La plus grosse arnaque, arnaque, c'est pas une arnaque. C'est un produit sur lequel il y a une marge gigantesque, qui est la cire pour la carrosserie de la voiture, qui est proposée systématiquement par le vendeur, même s'il ne gagne pas. Ce qui est triste, c'est que le vendeur ne gagne pas tant que ça sur ça. Une cire qui est achetée 10 €, qui est vendue 250. Oh là là. Voire plus dans certaines marques. Oh, c'est énorme. C'est quand même monstrueux, et le vendeur, là-dessus, gagne 15 balles. Donc lui, il n'a même pas d'intérêt en plus. Donc lui, il ne gagne pas grand-chose. Ou alors, s'il est filou, il pourrait dire, mais en plus, attendez, je vais vous la faire à 150, cette cire. Tu vois, quoi qu'il arrive, il y a une marge énorme. À la fin, c'est ce qu'on faisait, on savait, on disait, bon, tant pis, on lui fait moitié prix, machin, parce que nous, on avait quand même notre com dessus. Et en fait, c'est là-dessus qu'on jouait aussi, pour se faire un bon salaire en tant que vendeur. Faut pas négliger les petites commissions. Les petits 15 €, les petits 20 € par-ci par-là, à la fin de l'année, si on en a fait 50 ou 60 par exemple, ça fait un peu de sous quand même, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on essayait de vendre ça. Mais typiquement, alors après le vendeur il sera triste en face, hein, mais on arrive, on dit
je veux pas de gravage des vitres, je veux pas de la cire pour la carrosserie, je veux pas de votre forfait livraison que vous me vendez 250 € pour mettre un bidon d'huile et puis une chiffonnette dans la voiture, déjà il a économisé 1000 € quasiment. J'ai juste avec Après, ça c'est après. Parce que, c'est-à-dire, moi, demain, je vais en concession, je vois une voiture qui me plaît à 20 000 €. Toutes ces petites options dont tu me parles, il me les propose après. Non, c'est dans Pas l'offre. Dans l'offre qu'il fera sur la voiture. Parce que il fera une offre clé en main. Ouais. On va pas éditer une offre à un client lui disant bon, elle est à 25, mais il faudra rajouter la carte grise, la mise à la route, tout ça. On fait une offre globale. La voiture est affichée au catalogue à 20 000. Si on retire la remise et qu'on rajoute la carte grise, bon, ça c'est une taxe, donc souvent on l'offre entre guillemets souvent, mais parce que du coup on le déduit de la remise qu'on fait au client. Mais le vendeur, il va tout intégrer dans l'offre que le client aura en repartant chez lui. Ou alors, si on fait un one shot, il repart avec la voiture et signe tout de suite. Ça, c'est vraiment sympa. Mais ouais, il va le mettre de base. Donc après, si on va en concession, qu'on demande une offre sur une voiture, on aura tout ça déjà dedans. Et après, on dira au vendeur, ok, je veux pas ça. Après, le vendeur, forcément, lui, il prêche pour sa paroisse. Il a envie de gagner des sous, donc il va essayer de faire le moins possible. Il y en a qui vont aller jusqu'à dire que c'est obligatoire, ce qui techniquement est illégal puisque c'est de la vente forcée. Hein. C'est pas obligatoire de mettre une cire sur la voiture, une cire à 225 € ou 229. C'est des choses comme ça où ils vont jouer un peu là-dessus en disant c'est le forfait, c'est le machin. Donc négocier les options. Négocier les options, ça va dépendre aussi parce que souvent les marques maintenant, sur les marques généralistes, il y a peu d'options à l'unité. Les Allemands font ça, ils adorent. On va avoir tel feu, telle jante, tel volant. Il y a 15 000 selleries différentes de disponibles. Les marques généralistes, il y a telle finition, tel nom, telles options dedans. Si on a une finition entrée de gamme, qu'on veut une caméra 360, on peut pas. Il faut passer sur la plus haute gamme. Donc on pourra pas négocier des options à l'unité. Sur des marques allemandes, on peut aller dire je veux celle-ci au prix de celle-là. C'est plus personnalisable en fait sur les c'est beaucoup plus personnalisable premium, on va dire. Premium, ouais. D'accord. Ouais. Après, souvent, on se tire un peu une balle dans le pied en tant que client parce qu'on aura une remise plus importante sur un véhicule qui est déjà présent sur le parc, qui est déjà en stock, que sur une commande pure, entre guillemets, sur mesure pour le client. Donc, il a plus intérêt à faire avec ce qu'il a sur le parc, à dire, je vous prends celle-là, je fais pas la commande, parce que même pour le vendeur, c'est plus intéressant de vendre un stock, mais je prends celle-ci, mais je veux... tant de remise ou moi j'arrive avec tel budget. Le mieux, c'est d'arriver en concession et de dire j'ai tant. D'abord se renseigner un peu, savoir à peu près combien vaut la voiture et dire j'ai tel budget, je peux pas aller au-dessus et rester ferme sur son budget. Après, il faut être un peu souple dans le sens où s'il y a 50 ou 100 ou 200 € de plus que le budget initialement prévu, il faut peut-être aller les chercher, ça peut valoir le coup. Il faut gratter, quoi. c'est bête à dire, mais il faut gratter. Il faut gratter longtemps. Des fois, c'est selon le vendeur. Hein. Il y en a qui résistent bien à la pression, on va dire, que mettra le client, l'intensité de la négociation. Il y en a, ils vont plus se dire moi, je suis dans cette team-là, je préfère gagner moins que rien gagner du tout. Je comprends. Et c'est comme ça qu'on gagnera des sous. Parce que si on est vraiment fermé sur ces positions, qu'on ne veut pas descendre en dessous de tant de points de marge, ou tant de commissions, de montants de commission, ça peut bloquer des ventes et vaut mieux gagner 200 € que gagner 0, quoi. Ouais, c'est clair. Et il y en a qui partent du principe qu'ils vendront pas s'ils ont moins de 400. Donc je comprends. Je préfère, je suis dans la team petit gain mais fréquent. Ouais, je comprends. Émission un peu longue que je vais séparer en 2 parties. Retrouvez la suite dès lundi prochain.